Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Washington DC, l'émission qui vous parle de la politique américaine dans tous ses états. Et comme à mon habitude, je suis accompagné avec mon camarade Isnogood. Bonjour Isnogood. Bonjour Nemo, bonjour à tous. Voilà, je te dis bonjour exceptionnellement parce que pour une fois, on n'enregistre pas le soir, on enregistre un dimanche après-midi. Un dimanche après-midi très pluvieux de mon côté et ça fait plaisir après ce début d'été complètement caniculaire. On a pas mal de choses à parler parce que ça fait un moment. Je crois que la dernière fois qu'on s'était vu, c'était début juin. Oui. Pour faire un épisode. Il s'est évidemment depuis passé beaucoup de choses. À notre sommaire, 3 sujets. D'abord, le gros sujet, on va dire, c'est les mesures impopulaires de Donald Trump, ou en tout cas les décisions impopulaires de Donald Trump, y compris avec sa base. Donald Trump qui garde pourtant la soumission, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, des élus républicains. On va parler donc de l'affaire Epstein. C'est un peu le gros truc en ce moment qui ne part pas dans l'actualité. Et également de l'énorme loi fiscale qui a été votée et que personne n'a vraiment lu. On continuera à parler d'un de nos petits sujets préférés, c'est-à-dire la Cour suprême des États-Unis, et notamment le boulot de l'ombre qu'elle fait pour Donald Trump. Voilà, je sais que c'est un sujet que tu maîtrises bien plus que moi et que tu aimes beaucoup, mais on parlera vraiment du Shadow Docket, si j'ai bien retenu le nom. Vous verrez, c'est un truc incroyable. Je crois qu'on en a déjà parlé dans cette émission, mais chaque fois que je redécouvre ce truc, c'est assez fou. Et on terminera par parler de New York et notamment des primaires démocrates qui ont eu lieu à New York et de l'élection générale qui aura lieu en novembre, et notamment le rôle que va faire le candidat démocrate Zoran Mamdani et également l'ancien maire. Mais vous verrez, c'est New York, c'est un monde un petit peu fou. Commençons donc par l'affaire Epstein, parce que c'est quelque chose qui colle au basque de Donald Trump. Et alors, on peut le dire, je pense, c'est qu'il ne l'a pas volé. Alors, l'affaire Jeffrey Epstein, c'est tout un truc qui contient tous les éléments de quelque chose qui peut qu'attirer la base de Donald Trump, c'est-à-dire ça parle de trafic sexuel de personnes mineures, voilà, on touche à la pédophilie, on touche à tout ce qui fait les théories du complot, sauf que Epstein, c'est vraiment quelqu'un qui existait, le prochain Epstein, c'est vraiment quelque chose qui a existé, le suicide de Jeffrey Epstein, c'est vraiment quelque chose qui a existé, et l'utilisation des théories du complot sur la fameuse liste de clients de Jeffrey Epstein, c'est quelque chose sur lequel a beaucoup surfé Donald Trump et sa base de militants MAGA, et pourtant ça revient là, dernièrement, et ça emmerde énormément l'administration Trump. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi is no good? Alors, ça emmerde beaucoup Donald Trump parce que c'était en fait, Jeffrey Epstein, c'était quelqu'un qui fréquentait beaucoup de monde, beaucoup de gens riches et puissants, dont des démocrates d'ailleurs, mais aussi, bien sûr, Donald Trump. Et il avait, c'était quelque chose d'assez sordide, c'est-à-dire qu'il avait une île privée sur laquelle il recevait des gens et des jeunes filles mineures pour organiser des rencontres. Donc il y a des gens qui sont allés le rencontrer, pas forcément pour ça, mais il y en a aussi que c'était pour ça. Donc forcément, quand ça s'est découvert, il y a énormément de rumeurs, et tout ça joue avec quelque chose qui est déjà un peu ancien. C'est QAnon, c'est Ouais. c'est le. Oui. Si je peux faire une précision, et on parle vraiment là d'une affaire extrêmement large, c'est-à-dire qu'en fait il y a des dizaines de personnes qui ont porté plainte et qui se sont dit avoir été violées, prostituées sur une île privée, et ces théories du complot, ça rejoint des choses qu'on a connues en France. Notamment au moment de l'affaire des pédophiles d'Angers et je ne sais plus, et d'Outreau. Voilà. On se disait, il y a forcément des grands de ce monde qui sont impliqués dans ce genre de choses. Oui, sauf qu'il y avait a priori rien côté du trou, enfin pas quelque chose Oui. d'organisé à haut niveau, alors que là,
alors que là, on a quelqu'un qui est vraiment proche des puissants, en fait. Voilà. En fait, c'est juste ce que je voulais dire, c'est que ça attire forcément les Oui, théories du voilà. complot, sauf que cette fois, il y a des choses qui sont en place, et c'est aussi pour ça que ça tient aussi longtemps, quoi. Mm. Oui. Et oui, effectivement, ça joue sur un groupe complotiste qui s'appelle QAnon, qui est dans l'extrême droite américaine depuis longtemps et qui notamment avait une théorie sur l'exploitation d'enfants dans les sous-sols d'une pizzeria par Hillary Clinton, enfin des choses complètement délirantes. Et c'est allé loin parce qu'il y a des gens enfin, il y a quelqu'un qui est arrivé avec un fusil d'assaut dans la pizzeria pour soi-disant libérer les enfants, quoi. Donc, il y a des gens qui croient vraiment, en fait, à ces choses-là. Mais c'est quelque chose qui venait de l'extrême droite et qui visait les démocrates sur du vent. Sauf qu'en fait, il s'avère que finalement, on est de l'ordre de la projection parce que là où il y a vraiment des choses, c'est plus du côté droit. Et Donald Trump est quand même mouillé assez profondément dans cette histoire. Et d'autant plus que Jeffrey Epstein avait été arrêté. Donc il était en prison et il s'est suicidé en 2019 alors que Trump était président. Donc l'enquête a très rapidement conclu à un suicide. Le problème étant que il manque des passages de l'enregistrement des caméras de surveillance. C'est quelque chose qui est ressorti récemment, où on s'est rendu compte qu'il manquait 3 minutes sur l'enregistrement des caméras de surveillance, ce qui a d'autant plus relancé la théorie du complot, comme quoi il aurait été assassiné pour masquer le fait qu'il aurait pu incriminer des gens puissants. Bon. Voilà. Et surtout, voilà, pour revenir sur Donald Trump et l'utilisation, l'exploitation qu'il a fait de cette affaire, c'est que, comme tu le disais, à la base, c'est une affaire qui vient de l'extrême droite et qui visait les démocrates. Et il avait promis, Ah oui, si je me oui, tout rappelle à bien, fait. de faire la Oui, transparence, oui. d'avoir les fameux Non, mais fichiers clients. voilà, il a même des gens proches de lui, notamment Pam Bondi, Elle- qui est elle- actuellement oui. la procureure générale, enfin la ministre de la Justice, en gros, avait dit j'ai la liste des clients d'Epstein, voilà, Ça va ça va sortir. sortir. Sauf qu'en fait, on arrive à un moment où Trump et son administration déclarent non, mais en fait, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de liste. Bon. Et Ce ne sont pas les pédophiles que vous ouais, cherchez. sauf que du côté de la base complotiste trumpiste, ça passe pas parce que soit, enfin, là il y a dissonance parce que soit il y a vraiment pas de liste et en fait tout ce qu'ils croyaient jusqu'à présent c'était basé sur du vent. Soit il y a une liste et en fait Trump est mouillé dedans, quoi. Et comme souvent avec les complotistes, ils refusent de remettre en Oui, question la base oui, de leurs croyances. oui, Du coup, ils en arrivent sur l'option 2 que tu viens de décrire, c'est-à-dire que Trump devient la cible. En gros, en mode, qu'est-ce que vous nous cachez, qu'est-ce qu'il y a derrière, etc. Et Trump essaye d'enterrer l'affaire depuis plusieurs jours, oui. voire semaines maintenant, en faisant, comme il fait d'habitude, il fait n'importe quoi, il fait des grands gestes, Oui. etc. Il finit par même insulter quasiment ses Et, et ce et supporters ce qui et qui ce- et croient ce qui est toujours là-dessus. intéressant, c'est que le Wall Street Journal donc a sorti une lettre qu'a écrite Trump pour l'anniversaire des 50 ans de Jeffrey Epstein, pour lui féliciter et avec un dessin à Salas en prime. Euh, et le Wall Street Journal, en fait, il appartient à Rupert Murdoch. Un grand milliardaire Voilà. ultra-conservateur qui a fait Et, Fox News, euh, enfin voilà, et, pour et, vous dire. et, 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 et clairement, le Wall Street Journal n'aurait jamais sorti l'article
sans l'aval de Rupert Murdoch. Il semblerait d'ailleurs que Murdoch ait prévenu Trump et Trump est menacé de poursuivre le journal en justice. Et Alors, ouais, apparemment, il aurait demandé 10 milliards. voilà. J'étais Et en vraiment. fait, Je veux 10 000 ouais, et milliards. en fait, ils ont publié quand même. Et probablement que, enfin, c'est clair qu'ils ont un truc béton et qu'en fait, ils risquent rien. Et de toute façon, Oui, bah, voilà. l'article est très. En fait, l'article, je l'ai lu, il est très factuel. En fait, En fait, là où l'article se protège, c'est qu'en fait, il y fait un reportage sur ce truc-là, mais il rentre pas parce que ça reste le Wall Street Journal quand même. Hein. Oui, C'est un journal oui, pro-républicain, Rupert Murdoch, etc. Mais là, en fait, cette affaire, elle atteint un truc qui en fait dépasse la fidélité idéologique. C'est qu'on parle de trafic d'enfants et d'adolescentes et d'adolescents, et du coup, bah ça dépasse oui. un peu ça, À quoi. savoir aussi que les procédures pour diffamation contre visant enfin, lancées par des personnages publics sont extrêmement difficiles à gagner aux États-Unis. Faut vraiment prouver que la personne, en fait, a lancé des accusations fausses et en le sachant, et avec une intention de nuire. Et la barre pour des personnages publics est très très haute. Et voilà. Alors ça, ouais. À la limite, c'est même moins haut qu'au Japon. Je crois que la seule exception que je vois plus haute, c'est le Japon, Ouais. où même si c'est vrai, tu peux quand même te faire condamner à partir du moment où il y a Ouais. accusation pour, Et, sur la réputation. en Mais oui, fait, oui. alors c'est important de rappeler ça parce qu'il y a un certain nombre, il y a d'attaques. Trump a attaqué différents médias ou organismes qui ont préféré en fait transiger et payer, alors que s'ils allaient au procès, ils étaient sûrs de gagner. Notamment CBS. Voilà, Ah oui, bah parce oui. que Je vois ta oui, transition. Je vois ta et oui. transition. Vas-y, vas-y. Notamment CBS qui a préféré verser 16 millions de dollars à Trump, qui attaquait sur une histoire d'interview de Kamala Harris qui aurait été éditée d'une certaine façon. Enfin, bon. Donc tout ça, ça reposait sur du vent. Sauf que CBS est en train de préparer une fusion avec la Paramount et que l'administration pourrait mettre son veto pour des questions de concurrence et de loi antitrust. Et en fait, il y a un certain nombre de médias qui, pour en fait éviter ce genre de problème, préfèrent transiger avec l'administration Trump et lui verser des pots de vin, concrètement, c'est 16 millions de pots de vin, voilà, plutôt que d'aller au procès, même si la loi est de leur côté. Et, et On le ouais, répétera jamais assez, l'administration Trump, c'est un puits de oui, corruption voilà. sans fin. C'est vraiment Et, la corruption voilà. fait état. Et donc, j'en arrive à CBS. Donc, sur CBS, il y a Stephen Colbert qui avait dénoncé justement ces 16 millions versés comme étant un pot de vin. Et donc CBS a annoncé que l'émission ne serait pas renouvelée alors que c'est une de celles qui font le plus d'audience et ils ont annoncé que c'était pour raison financière alors que ça coûte a priori pas très cher à produire. Euh, Non, voilà, bah non, c'est un late show. voilà, Hein. Il y a quasiment. Enfin, je veux dire, je pense oui, que le salaire le plus élevé, ça doit être le c'est salaire de ça, Stephen Colbert. c'est Et, ça. après, dans cette décision, je rebondis un peu parce que moi, je suis un spectateur du Late Show avec Stephen Colbert. Et c'est vrai que c'est pas non plus une émission. Enfin, clairement, c'est pas non plus les Guignols de l'info enfin voilà, c'est une émission qui attaque certes frontalement l'administration Trump, mais c'est quelque chose qui est identifié comme tel, quoi. C'est un peu comme si l'UMA fait une contre Macron, ben oui, ils font une contre Macron. Et les interviews de Stephen Colbert, c'est les interviews de Yann Barthès, Oui, quoi. Enfin, et le truc, par contre, là où ça reste que ces monologues sont quand même souvent très drôles et effectivement attaquent frontalement Trump, mais aussi la Paramount et bah voilà l'accord qui vient d'être fait. Reste que là où le move est selon moi catastrophique, c'est que bah déjà ça se voit, mais surtout en fait son contrat il court jusqu'en mai oui, de 2026. Donc ça veut dire qu'il a quasiment un an, enfin il a quasiment une saison oui, complète. Et comme il est viré à la fin, il peut faire ce qu'il veut. Donc ça veut dire ça te laisse le temps de monter un comité de soutien. En plus, c'est un comédien, donc il fait partie un peu de la bande avec John Oliver, John Stewart, etc. C'est des gens, quand tu les attaques, c'est des comédiens, donc tu les attaques sur leur terrain, en fait. oui, oui. Donc
ça va être enfin, je sais pas ce que va faire Stephen Colbert, mais on risque de bien se Oui, marrer oui. Bon, pendant quelques Stephen mois, Colbert, c'est hein. celui qui en 2006 avait été, était le personnage principal du dîner des correspondants de la Maison Blanche face à George W. Bush, et là, l'a totalement descendu à cette occasion. C'est- Il est Oui, très oui, il très est très bon, bon, Colbert, oui. hein, oui. Voilà. Et bon, ouais, bref, je préfère Jon Stewart, mais Oui. Ouais. mais donc oui, c'est des scandales à répétition qui collent à la peau Voilà, du. Enfin, Trump peut faire taire des médias, semble-t-il, et des grandes entreprises. Il y a bon nombre d'entreprises qui préfèrent transiger, verser des pots de vin d'une manière ou d'une autre, en finançant je ne sais quoi lié à son comité de campagne ou autre. Mais par contre, là où il n'arrive pas, c'est par rapport à sa base sur cette affaire Epstein, où c'est la première fois qu'il y a quelque chose qui semble toucher au cœur de son électorat, euh, sur un sujet extrêmement sensible, où les gens doutent, en fait, se mettent à douter. Alors, il en faut beaucoup, hein, quand même, hein. Mais oui, parce que juste pour dire, en fait, en gros, faut vous dire un truc. Il y a la Gestapo, c'est-à-dire la police de l'immigration, qui aux États-Unis a un budget qui est digne de celui de l'armée. Euh, Ils s'en foutent. Le respect des droits des personnes, enfin voilà, les personnes des minorités de genre, minorités qui se font poursuivre, pas comme ça, rien à foutre. La situation économique, on y reviendra avec la grande loi fiscale. T'as l'impression que ça les touche pas. Tous les scandales qui ont été découverts sur Trump, même des scandales sexuels hein, oui, précédemment, ça les touche pas. Il y a rien qui a l'air de pouvoir en fait emblayer ce mouvement de haine. Et là où il se fait prendre sur le côté, c'est par des trucs complotistes à la base, sur lesquels il se retrouve à boire son propre poison. C'est quand même assez démoralisant sur l'état quand même de cette population, de cette partie de l'électorat, qui en gros n'est touché que par des choses qu'ils ont imaginées eux-mêmes, qui n'a jamais vraiment a eu un début de réalité et qui se mettent à douter d'une théorie du complot. Enfin, moi, ah oui, non, mais ça me sidère. c'est assez désespérant, mais d'un autre côté, s'il y a ne serait-ce que 1 ou 2% de cet électorat qui est dégoûté et qui ne va plus voter, ça fait basculer une élection. Oui. Oui, mais après, oui, là, Oui. je dis Ah pas le oui, contraire. non, Je mais dis c'est juste que désespérant, on est on, d'accord. on- oui, c'est complètement désespérant. C'est peut-être la raison pour laquelle les démocrates ont mis un peu de temps à rentrer là-dedans. C'est parce qu'en fait, quand tu commences à rentrer là-dedans, bah, tu signes un peu un contrat avec le diable Oui, parce que tu rentres dans utiliser une théorie complotiste contre tes adversaires. Quand à la base, tu te présentes comme en mode, moi, je ferai pas les théories complotistes de l'extrême droite. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des démocrates, et je vais faire une petite transition là, pour le coup, qui se retrouvent à proposer à la Chambre des représentants de voter sur le fait qu'on justement on publie ces documents, ces oui, fameuses listes il y a notamment, alors pour l'instant ça bloque. Il y a une tentative, il y a quelque chose qui s'appelle une discharge petition, qui permet au fait, de forcer un vote, en gros par une pétition signée par une majorité absolue des représentants. Donc il en faut 218. Généralement ça passe pas, mais là vous avez en fait, je sais plus quel prénom, Massy. C'est c'est un des gars les plus extrémistes, en fait, un représentant du Kentucky, un des plus extrémistes qui vote quasiment toujours contre, parce que c'est pas assez à droite. C'est l'équivalent de Rand Paul, en fait, à la Chambre. En fait, Voilà, c'est c'est Thomas. Thomas J'ai Massie. cherché, c'est Thomas Thomas Massie, voilà. Massi. Qui en fait, est parti à fond là-dessus, est prêt à signer une pétition avec des démocrates pour forcer un vote pour rendre public les fichiers Epstein. Ouais. C'est Non, mais c'est pour vous dire, on touche, c'est là où c'est désespérant. Enfin, c'est désespérant parce qu'à la fois, c'est la première porte d'ouverture enfin, de taille qui semble y avoir dans la base Trumpiste. Donc, c'est forcément
c'est capital pour la base démocrate. Mais comme je disais, c'est vraiment signer un contrat avec le diable, c'est prendre une grande respiration et se mettre la tête dans le pot à merde, hein. Ouais. C'est et bah je pense qu'ils vont y aller parce que de toute façon, le problème c'est que la merde quand elle explose, elle rebondit sur tout le monde. Donc autant se planquer dès le début. Après, voilà, c'est ce qui est. C'est possible que genre des gens comme Bill Clinton, par exemple, soient touchés au passage, qui fréquentaient pas mal Epstein à une époque. Mais je pense que je suis pas sûr que ça dérange tant que ça les démocrates. En fait, la plupart sont passés largement à autre chose. En fait, Bill Clinton, c'est de l'histoire ancienne et c'est pas forcément. Oui. En Enfin, fait, quand je disais ça explose, c'est que s'il s'empare pas du sujet, le sujet ah oui, oui, s'emparera d'eux. oui. En fait, Oui, oui. Oui, ce c'est- serait une erreur, à mon avis, pour les démocrates de pas exploiter le sujet. mais ça reste quand même un sacré Oui. pot à merde. Et on verra ce que ça Oui. donne, mais je pense qu'effectivement, si Trump n'a pas réussi à s'en débarrasser en 2 semaines, ça va être compliqué pour lui. Il y a aussi un autre sujet, mais je fais juste une parenthèse un peu rapide, qui a ébranlé la base MAGA aussi, enfin la base, voilà, des complotistes d'extrême droite pro-Trump, on va dire. Voilà, c'est le fait qu'il ait attaqué l'Iran, enfin qu'il ait soutenu l'attaque de l'Iran, là où il s'était engagé sur une politique sans guerre, etc. C'est quelque chose qui a eu un peu de mal à être justifié. Bon, ils s'en foutent, hein, Oui. parce que grosso modo, c'est des musulmans qui meurent, donc ils en ont rien Oui. à foutre au final. Mais c'est quand même quelque chose sur lequel qui avait quand même semé une petite graine. Pour revenir sur autre chose, parce que là, on a parlé du fait que les élus républicains à la Chambre n'ont pas voulu voilà, enfin, que ces fichiers sortent dans une vraie soumission de Donald Trump. Une autre soumission qui a été et qui ne concerne pas que la Chambre, mais qui concerne également le Sénat, c'est la grande loi fiscale qui a été votée il y a quelques semaines maintenant. Ça a été fait pour le 4 juillet. Oui. Alors, on va pas vous la résumer parce que moi-même je l'ai pas lu, hein. Non, Je pense que personne ne l'a lu. personne ne l'a lu. Ça fait 900 pages. On en découvrira, je pense, plein de choses au fur et à mesure. Sachez juste qu'il y a un truc qui vous concerne potentiellement, même si on vous conseille régulièrement aux États-Unis, dans cette émission de ne pas aller aux États-Unis. Sachez que à partir du 1er octobre, vous devrez payer $250 pour aller aux États-Unis. C'est Euh, pas seulement pour les visas. Alors, je je sais suis pas plus. complètement sûr que l'ESTA soit concerné pour l'instant. Les exemptions de visa, je suis pas sûr qu'elles soient concernées. Mais enfin, de toute Enfin façon, bref, on voilà. découvre. De- On découvre. Est-ce qu'on peut revenir avec toi, Isnogun, un petit peu sur l'adoption de ouais. cette grande loi? Alors le nom officiel, c'était Big Beautiful Bill, c'est-à-dire BBB, alors, ce qui, je trouve, est un excellent coup de com', mais j'ai pas envie de l'utiliser du coup. ouais. Mais Mais alors, ouais. c'est plus le nom officiel. Alors, je sais même plus si la loi est un nom officiel parce que les démocrates avaient réussi à passer un amendement pour supprimer le nom. Donc, je ne sais plus comment elle s'appelle. Enfin, Je vais aller vérifier pendant que tu toute nous en façon, parles. tout le monde l'appelle comme ça, donc ça sert à rien. Alors sache que non, Non? la résolution qui fait voter la loi s'appelle One Big Beautiful Bill Act. D'accord. Ok. Voilà. Bon, bah, C'est la HR1, voilà, c'est ouais. ça. Et Il me semble. voilà, Ouais. elle a été votée. Alors, pour donner le contexte, il y a des baisses d'impôts qui avaient été votées sous le premier mandat Trump. Et en fait, pareil, dans une loi de réconciliation budgétaire. L'intérêt de la loi de réconciliation budgétaire, c'est qu'il y a besoin que d'une majorité simple au Sénat pour la passer. L'inconvénient, c'est que toutes les mesures qui ne sont pas neutres pour le budget sont limitées à 10 ans et donc expirent au bout de 10 ans. Les baisses d'impôts votées principalement pour les riches, votées sous la première administration de Trump, allaient expirer en 2027. Donc il y avait une certaine volonté côté républicain de les prolonger. Et en fait, ils ont même fait pire que ça parce que ils les ont rendues permanentes. En utilisant un dispositif de passe-passe comptable, c'est-à-dire que le déficit engendré, ils ont considéré que le déficit engendré par les premières baisses d'impôts était déjà absorbé, et donc les prolonger n'allait pas créer de nouveaux déficits, et donc pas de problème, on pouvait les rendre permanentes.
Voilà. Donc c'est le premier point, c'est une énorme baisse d'impôts pour les riches. Enfin, c'est une baisse d'impôts pérenne pour les riches. C'est le premier truc. Le problème, c'est que ça creuse effectivement le déficit, quand même. Et donc, il fallait trouver de l'argent ailleurs. Et ils ont trouvé de l'argent en ponctionnant les dépenses de santé, de retraite, enfin de santé principalement. La retraite, ça va être un autre truc, mais et donc on estime qu'à peu près suite à cette loi, il y a à peu près 10 à 11 millions de personnes qui devraient perdre leur couverture santé. Ce qui est Y compris dans des territoires ruraux qui donc ont voté voilà, et républicain. principalement, en fait, les territoires ruraux vont être touchés assez massivement du fait de ces réductions de financement santé direct, et d'autre part, ça va toucher aussi les hôpitaux. Donc c'est pas qu'un problème de gens qui seront plus remboursés de leurs soins, c'est un problème d'hôpitaux qui vont fermer. En fait, ça va assez loin. Donc en termes de santé publique, ça va être calamiteux. Une grande partie de la population qui est proche ou en dessous du seuil de pauvreté va s'en prendre plein la gueule. Donc là, ça va être une catastrophe. Donc c'est le principal, c'est les deux principaux éléments de cette loi. Et le troisième, c'est une augmentation phénoménale des moyens de la police de l'immigration, qui voit son budget complètement exploser. Donc c'est l'ICE, c'est Immigration and... La Gestapo, voilà. voilà. Alors, Moi j'aime bien, c'est facile, tout le monde c'est des gens comprend. qui ont déjà extrêmement mauvaise réputation depuis des années. C'est quelque chose d'assez récent, en fait, hein, l'ICE. Ça a peut-être 25 ans. Je ne sais plus, ça a été créé sous Bush ou après le 11 septembre, où ses pouvoirs ont été fortement étendus après ce moment-là. Mais bon, c'est quelque chose d'assez récent. Et là, ça prend de plus en plus de pouvoir. Et vous avez des scènes que vous avez forcément vues de gens cagoulés et armés qui arrêtent des gens juste parce qu'ils sont pas de la bonne couleur. De gens qui sont embarqués, y compris s'ils sont des citoyens américains, parce que leurs papiers sont pas jugés assez bons. Qui sont Voilà. embarqués dans des tribunaux au Voilà, moment de leur audience. Enfin, voilà. Oui, vous avez, oui, parce que en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils arrêtent aussi, oui, des gens à la sortie des tribunaux, parce qu'il y a en fait, ce qu'ils arrêtent principalement, c'est des gens qui sont en situation légale ou qui étaient en situation illégale et qui rentrent en situation illégale. C'est-à-dire que vous avez par exemple des gens qui sont en attente de traitement de leur dossier. Donc, ils ont par exemple déposé une demande d'asile. Et donc, du coup, le temps que leur demande soit traitée, ils sont libres. Et en fait, quand ils viennent à l'audience, à une audience pour suivre leur dossier ou pour retirer un papier ou pour quoi que ce soit, en fait, ils se font arrêter et embarquer. Et rapidement, en fait, emmenés dans des États avec des juges nommés par Trump, notamment en Louisiane, parce que en fait, s'ils étaient détenus en Californie ou à New York, en fait, ils seraient rapidement libérés parce que la plupart du temps, oui, parce que c'est une arrestation arbitraire en fait. Et sauf que là, ils se retrouvent en Louisiane, ils se retrouvent au Texas, en Oklahoma, enfin dans des endroits qui sont où il y a des juges qui sont fort peu favorables aux droits de la défense, surtout si vous n'êtes pas de la bonne couleur. Et vous avez même des gens qui ont été déportés en fait dans des camps de concentration
au Salvador, ou même vous avez même des gens qui ont été embarqués, des Sud-Américains qui ont été déportés en Afrique. Enfin, en théorie, quand vous êtes expulsé, normalement, vous devez être expulsé dans votre pays d'origine. Sauf que bon, pour diverses raisons, c'est pas toujours possible. Et dans ce cas-là, en fait, l'administration expulse vers des pays tiers. Mais des pays tiers, en fait, l'administration Trump, elle a voulu expulser des gens vers le Soudan du Sud, c'est-à-dire un pays en guerre où le département d'État déconseille aux Américains de voyager. En fait, imaginez, je sais pas, vous êtes français, on vous arrête aux États-Unis parce que vous n'êtes pas en règle de votre visa et on vous expulse vers la Corée du Nord. Voilà. Tranquille. Et en C'est- fait, c'est- et la Cour suprême a dit, vous avez le droit. Mm. On y reviendra dans le sujet suivant. Je propose qu'on finisse Ouais, sur le budget. ouais, Non, mais c'était important oui, de réexpliquer l'ICE, ce que c'est exactement. Pourquoi je dis pas juste la Gestapo oui, pour me faire plaisir. ouais. C'est que c'est vraiment ça, et c'est ça qui est renforcé dans cette loi. Une loi, donc comme tu l'as dit, avec des taxes, enfin des exemptions de taxes pour les plus riches. Il y a des tas de Ouais, saloperies dans cette loi. Et tu veux globalement, qu'on reparle de la façon dont elle a été votée, peut-être? Voilà. oui, voilà. En fait, je voulais juste, avant qu'on arrive à ça, juste te faire pour dire que cette loi, malgré le fait qu'elle a été vendue vraiment comme la belle loi par Trump qui y met une grande partie de son crédit politique, elle est aujourd'hui, elle reste, parce que bah, pour des raisons simples, hein, ça ferme des hôpitaux, ça touche à la santé des gens, eh ben, elle reste aujourd'hui impopulaire, mais elle a été votée dans des conditions que, allez hop, je passe la balle, Yves Ouais. Guillemot, à vous Ouais, détailler maintenant. alors comme vous savez sans doute, si vous suivez un peu, vous nous suivez un peu, la majorité républicaine à la Chambre, elle est très très réduite. Vous avez en fait, en gros, ils ont 3 voix de marge. Je crois un peu plus parce qu'il y a des élus démocrates qui sont décédés. Bon. Et donc, ils avaient eu du mal à se mettre d'accord pour passer une loi. Mais ils ont quand même réussi à passer quelque chose avec plein de saloperies, dont les baisses d'impôts pour les riches et les baisses de dépenses de santé. C'est arrivé au Sénat. Donc là, il y a eu discussion. Il y a eu quand même euh, une institution du Sénat qui s'appelle le parlementarian, quelqu'un qui est chargé de s'assurer de la procédure, que la procédure soit bien suivie et notamment qui est chargé de faire sauter les cavaliers législatifs. Et donc, qui en a fait sauter pas mal. Et donc, il y a un certain nombre de saloperies qui ont été retirées, parce que c'était encore pire que ce qu'on a eu au final. Et là, il y a eu une sorte de théâtre où, en fait, Trump a mis la pression sur les élus républicains. Donc, il y a le sénateur de Caroline du Nord, Tom Tillis, qui en fait, on a tellement eu marre qu'il a décidé de ne pas se représenter, sachant que très bien en fait, ça allait être très impopulaire vis-à-vis de ses électeurs et qu'il avait peu de chances d'être réélu dans ces conditions. Donc lui, il a voté contre. Et après, vous avez Rand Paul qui vote toujours contre. Bon, ça, on s'y attendait un peu. Et après, vous avez eu un théâtre d'ombre entre, je sais pas si c'est le mot. En anglais, on dit kabuki theater. Euh, en- Non, un théâtre de ouais, Kabuki, hein, ça, je ouais, pense c'est que ça. ça se dit. Hein. En gros, on fait semblant. Il y a euh, vous avez deux modérés entre guillemets qui sont Suzanne Collins et Elisa Murkowski. Et en fait, le truc, c'est que Suzanne Collins a une réélection, doit se représenter l'année prochaine. Et Dans le ouais, dans le Maine. Maine. Et si elle votait en fait pour la loi, elle avait extrêmement peu de chances de repasser. Donc, en gros, elles se sont entendues avec Murkowski, qui est aussi une soi-disant modérée, pour que Collins vote contre, mais que la loi passe quand même parce que Murkowski allait voter pour.
Voilà. Du coup, ça faisait 50-50 et en cas de Et tie-break, voilà, c'est le vice-président des États-Unis qui vote et et du voilà, et coup, ça passait. Et voilà. ouais. Et en fait, si on regarde les votes de Suzanne Collins, elle n'a jamais voté contre quand sa voix comptait. À chaque fois qu'elle, Quand voilà. sa voix est... Donc c'est totalement une fausse modérée, mais ça permet de garder son image de républicaine modérée, bien que ce soit pas sûr que ça la sauve la fois prochaine. Non, là, Ouais, parce que les ouais, derniers sondages dans le Maine lui sont ouais. très, très peu Et la raison favorables. pour laquelle Murkowski a voté pour, c'est, faut quand même le dire, c'est aussi parce qu'elle a été totalement achetée, parce que la loi a pas mal de financement pour l'Alaska ou d'exemption de certains effets pour l'Alaska. Voilà. Voilà. Donc c'est comme ça que la saucisse est faite, hein, Voilà, on va dire. Voilà, c'est assez moche, hein. et c'est très très moche, mais voilà, c'est ainsi que ça fonctionne. Et bah voilà, on va terminer sur cette grande partie. Mais voilà, on commence à voir alors ce qui est en apparence des victoires, c'est-à-dire effectivement, bah, c'est une victoire législative, hein, l'adoption de cette loi. Il y a d'autres lois qui sont passées, etc. Mais ce que ça illustre vraiment, c'est la soumission des élus Oui, tout à fait. républicains à Donald Trump, y compris contre leur propre intérêt électoral qui arrive. Normalement, si les élections de mi-mandat se passent et se passent correctement. Et dans le même temps, eh ben, une révolte, la révolte à gauche, on vous en a déjà parlé dans l'émission précédente, elle est pas neuve, mais voilà, également une révolte dans une certaine partie de l'opinion qui commençait à être favorable à Donald Trump, c'est-à-dire, bah voilà, bienvenue aux manettes, hein, c'est quand t'es aux manettes, ben, il faut prendre c'est un peu la rançon de la gloire. Euh, tu parlais de théâtre de Kabuki et théâtre de l'ombre. Tu comprendras que la transition était faite. Avec la Cour suprême des États-Unis, on va essayer de faire assez court parce que c'est un sujet qui judiciairement est toujours en cours. Grosso modo, pour vous faire un résumé, je pense que vous le savez, mais la Cour suprême des États-Unis est actuellement avec 6 membres ultra-conservateurs et 3 membres, on va dire, démocrates/progressistes. Voilà, dans une ultra-majorité ultra-conservatrice, donc favorable à Donald Trump. Dans des épisodes précédents, on vous expliquait comment elle fait pour essayer de ne pas se prononcer directement sur les décisions de Trump pour pas faire le sale travail. Et ben là, elle a pas pu fuir encore très longtemps et elle commence vraiment à faire le sale travail, c'est-à-dire à rendre des décisions non justifiées, c'est-à-dire que ça dit juste, bah en fait, les juges qui ont jugé défavorablement une décision de l'administration se sont trompés, ils ont tort, et donc, eh ben, on va les désavouer sans rien, sans se justifier, sans vote réel, juste en prenant une décision. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça marche, ce shadow Ouais, docket? alors comment marche la Cour suprême? Alors la Cour suprême, il faut savoir qu'elle traite très très peu de cas chaque année, hein. C'est quelques dizaines de cas où elle accepte de prendre le cas et où il y a des audiences où la défense et l'accusation, en fait, les deux parties viennent présenter leurs arguments. Ça dure 1 ou 2 heures et après, il y a plusieurs mois pour rédiger les décisions. Elles sont rendues au bout de quelques mois, voire en fin de session, fin juin, pour les plus importantes. Donc ça, c'est une façon de traiter les choses. Et il y a toutes les décisions qui n'arrivent pas jusqu'en audience. C'est-à-dire que soit la Cour refuse d'entendre le cas, c'est-à-dire qu'elle laisse en fait le verdict de la Cour d'appel comme définitif, ou alors elle peut inverser le verdict sans plus de discussion et dire voilà la Cour s'est trompée, c'est l'inverse qui doit être fait et puis on renvoie. Et il y a ce qu'on appelle les injonctions, c'est-à-dire qu'un juge ou une cour d'appel peut prendre des injonctions pour dire voilà, il faut que l'administration fasse telle chose ou interdire, par exemple, on interdit d'expulser des gens qui sont sans qu'ils puissent s'être défendus devant un juge, par exemple. C'est ce genre de décision. Ou alors, non, l'administration n'a pas le droit de virer 5000 personnes du ministère de l'Éducation
parce que c'est une prérogative du Congrès. Et en fait, quand ça arrive à la Cour suprême, notamment sur l'histoire du ministère de l'Éducation, en fait, ce qu'a fait la Cour, c'est dire non, je lève l'injonction. En fait, on peut poursuivre l'examen au fond, mais donc il y aura des audiences, il y aura des trucs, on discutera est-ce que l'administration a réellement le droit de virer 5000 personnes du ministère de l'Éducation, mais en attendant, ils peuvent les virer. Donc en fait, voilà, Oui, la justice va suivre son cours, mais comme il n'y a pas eu de suspension de l'action qui est attaquée en justice, au final, l'administration fait ce qu'elle veut, quoi. Et dans quelques années, peut-être que une cour dira oui, en fait, ils n'avaient pas le droit. Sauf qu'en fait, il n'y a plus de ministère de l'Éducation, donc ça n'a plus d'importance. Et donc voilà, on est sur de la vraie lâcheté voilà. judiciaire. En fait, vous avez plein de cas comme ça où il y a des actions de l'administration Trump qui ont un vrai impact direct et immédiat. Et donc, il y a quand même pas mal de juges qui disent non, je suspends, vous n'avez pas le droit de faire ça, on suspend en attendant que ce soit examiné au fond pour savoir. En fait, c'est un peu l'équivalent de nos référés, on va dire. Voilà. Oui. Donc, on suspend en attendant de voir si vous avez vraiment le droit de faire ça, parce que si on vous laisse faire, il y a des gens qui sont virés, il y a potentiellement des gens qui vont mourir du fait de la suspension de l'aide alimentaire, par exemple. Enfin, il y a des effets très concrets derrière tout ça, hein. Voilà. D'ailleurs, j'en profite, juste une parenthèse qui n'a rien à voir, mais puisque tu parles de l'aide alimentaire, actuellement, les États-Unis sont en train de payer pour brûler de la nourriture qui n'a pas été redistribuée dans les pays et les zones de conflit qui en ont besoin et qui ont été bloqués notamment à cause de l'action d'Elon Musk et de Ouais. l'administration Trump. Donc, c'est-à-dire qu'actuellement, on paye des gens pour brûler de la Ouais. nourriture juste pour Ouais. pas pouvoir la donner à des Noirs, des Ouais. musulmans. Ouais. Voilà, juste Ouais. fin de la parenthèse. Et ce qui est terrible, c'est donc à chaque fois que vous avez des juges qui ont pris des décisions pour suspendre des actions de l'administration Trump. En fait, Trump est intervenu directement auprès de la Cour suprême pour leur demander d'annuler la suspension et le laisser agir. Et à chaque fois, quasiment, la Cour suprême a dit, sans explication, je suspends l'injonction. Euh, et, euh, et voilà. Et Et quand on dit sans explication, oui, c'est c'est vraiment vraiment sans sans explication. explication. C'est juste 3 lignes qui Donc, disent ça. vous avez des opinions dissidentes. Souvent, il y a des opinions dissidentes de plus en plus virulentes, d'ailleurs, notamment par la juge Jackson, euh, pour, pour dénoncer ça. Mais la majorité de la Cour, les six juges ultra-conservateurs, en fait, ne donnent aucune motivation à leur décision. Donc, ils sont vraiment complices de l'administration Trump et en même temps extrêmement lâches parce que ils n'expliquent absolument pas leurs décisions. Mm. Ah non, c'est hallucinant. Enfin, Oui, voilà, c'est le boulot. J'ai appelé ça le boulot de l'ombre parce qu'il y a le côté oui. shadow derrière tout ça. Et, et, C'est et, vraiment, il y a une lâcheté judiciaire et c'est absolue, quoi. d'autant plus c'est d'autant plus de la mauvaise foi et du deux poids deux mesures que sous Biden, euh, ils étaient intervenus pour, euh, en fait, dans le sens inverse, où ils avaient dit que Biden, en fait, n'avait pas le droit d'utiliser, en fait, le ministère de l'Éducation pour suspendre, enfin, annuler des dettes étudiantes. Mm. Et Oui, non, mais donc Biden n'avait pas le droit d'annuler des dettes étudiantes et Trump a le droit de supprimer le ministère de l'Éducation. Enfin, c'est de la folie, quoi. C'est on n'est plus dans le ah non, non, judiciaire, on est on est dans. totalement dans le politique. Et voilà, parce que surtout qu'on peut même pas être dans le judiciaire puisque la décision judiciaire fait 3 lignes. Oui. Donc voilà,
ça en reste là. On va terminer peut-être par quelque chose d'un peu plus joyeux. Euh, Quoique, ça dépend comment on le prend. Donc, il y a des élections municipales qui arrivent en 2025 à New York. Elles sont prévues donc le 4 novembre 2025. New York, la situation est un petit peu particulière parce qu'en fait, le candidat sortant, donc le candidat Eric Adams, donc, qui était élu en 2021, du coup, il y a Mm. 4 ans, comme un démocrate. euh, Bon, il a eu des petits soucis, on va dire ça comme ça, de la corruption généralisée, Oui, je sais voilà. plus, je crois que c'est quelque chose comme ça. Et tout d'un coup, quand il a eu des soucis, il a commencé à trouver très très bien l'administration Trump, notre administration Trump, qui l'a protégé via son département de la justice en abandonnant les poursuites judiciaires. Quand on vous parle de corruption, voilà, Ah on est oui, à c'est ce totalement de niveau-là. la corruption. C'est totalement de la corruption. Et en même temps, et ben du coup, il y a eu une primaire démocrate avec deux candidats, on va dire, principaux. Donc, le candidat qui sortait, donc le candidat de l'établissement, c'est Andrew Cuomo, Oui, ancien gouverneur de l'État de New York, si je dis oui. pas de bêtises, qui avait dû se barrer pour des affaires De harcèlement judiciaires, sexuel, notamment. euh, de harcèlement sexuel notamment, qui se présentait à la mairie de New York et qui était à peu près le seul candidat, on va dire, connu, et qui a perdu à la primaire par un gars qui s'appelle donc Zoran Mamdi, qui se présente donc comme un socialiste, si je dis pas de bêtises, Oui, un démocrate oui, socialiste. Donc, le genre la team Sanders, voilà, la team Bernie oui. Sanders, pour faire simple, et qui arrive avec un programme, bah voilà, ce que nous on appellerait de gauche, quoi, c'est-à-dire réduction des loyers, enfin le gel des loyers, ce genre de choses, qui a donc gagné sa primaire. Et déjà, rien que ça, c'était assez ouf parce Oui. qu'il a eu droit à tout le package, c'est-à-dire les accusations d'antisémitisme, l'irréalisme, etc. Mais il a gagné largement sa primaire. Commençons par là. Alors, je sais pas si tu l'avais vu venir, toi, Zoran Alors, Mamdi. Moi, quand ça a commencé à venir, je l'ai regardé en débat et j'ai fait je pense qu'il va gagner. En vrai, j'avais un truc en mode Andrew Cuomo, c'était vraiment alors, l'adversaire idéal. Je sais y pas si ça y te avait parle. un momentum effectivement sur la fin de campagne. Et alors, la primaire était dans avec un vote, comment dire, comment ça on appelle ça, un vote préférentiel, Euh, pr- un vote pas, ouais. Ouais, oui, C'est-à-dire préférentiel. que en fait, vous votiez pour vos cinq candidats préférés par ordre de préférence, en numérotant de 1 à 5. Et en fait, on, s- on sentait que au niveau du vote préférentiel, Mabdani allait en ramasser pas mal parce qu'il s'était entendu avec un certain nombre d'autres candidats, notamment celui qui est terminé troisième, qui s'appelle Brad Lander, qui, où en gros, ben, moi je te note, en fait, mes partisans, ils me notent premier, ils te notent deuxième, et on fait l'inverse. Et surtout, et surtout, on met pas Kumo sur sur le bulletin. Et donc, Oui, en fait, il y avait une attente que éventuellement Como soit- on pensait que Como serait en tête, mais perdrait au ouais, vote au vote préférentiel, quoi. préférentiel. Et en fait, Maldani est arrivé assez largement devant euh, parce que Como a fait une très mauvaise campagne. Et en fait, bah, Mamdani est très bon en fait en campagne, médiatiquement, etc. Et, euh, et en fait, vous avez toute, comment dire, disons que tout le vieil establishment démocrate et les milliardaires qui viennent soutenir Como, qui est un harceleur sexuel, quand même, ça avait un peu de mal à passer. Et Ah, puis voilà. surtout, tu as vraiment ce côté. Mais enfin, je sais plus, évidemment, il y a toujours les screenshots de Ouais. Fox News qui disent non, mais vous vous rendez compte, s'il arrive, c'est la régulation des loyers, c'est je sais pas trop quoi. J'étais en mode Bah bah oui, oui, file-moi du popcorn, j'en veux oui. encore plus de ça. Bah oui, et alors? En En fait, fait, il, il a il fait. y a beaucoup de gens qui étaient en mode, bah ouais, et alors? Enfin, c'est. Non, mais en fait, il a fait une contre Kamala Harris, c'est-à-dire là où Kamala Harris a jamais osé vraiment, n'a jamais mis en avant un programme, allez, on va dire un gros mot, à gauche aux États-Unis. Zoran Mamdi, il a fait tout l'inverse, c'est-à-dire qu'il est allé Oui, à gauche toute, wink oui, wink, et il a eu 42%, je crois, un oui, truc c'est comme ça. ça.
Ouais, il est ouais. arrivé largement en tête, et notamment le soir en fait de la primaire, donc quand il a annoncé sa victoire, il était avec le troisième, donc Brad Lander, qui était le troisième, le troisième candidat, et qui se trouve, qui au passage est juif, et c'est important de le dire. C'est-à-dire que Mm. en fait, euh, vous avez en fait comment dire, le sujet de l'antisémitisme par rapport à Mamdani, il a été porté par des gens en fait qui ne sont pas juifs principalement. Et c'est important de le dire en fait que ce sujet en fait, Mamdani a quand même un certain a réussi, alors à part avec les ultra-orthodoxes quand même, mais c'est quelqu'un qui a réussi à unifier en fait beaucoup plus de gens au sein du Parti démocrate qu'on aurait pu le croire. Et c'est pas et en fait du coup l'accusation de il est contre Israël, il est antisémite, etc. Ça n'a pas marché. Mm. Du, du, Oui, oui, bah oui, oui. du fait qu'il avait aussi des gens de la communauté juive qui le soutenaient. Et voilà. Et puis il faut rappeler que même si comment dirais-je, l'establishment politique américain reste aujourd'hui très fortement pro Netanyahou et pro-Israël, c'est pas forcément le cas de l'électorat démocrate Oui. et notamment l'électorat démocrate jeune Oui, ou plus à oui, gauche. parce que Mamdani a aussi a fait monter en fait la participation chez les jeunes et est arrivé largement en tête chez les jeunes aussi. Parce il y a un truc, ça, là on peut refaire une comparaison avec la France. Si vous regardez la France d'un point de vue purement politique et médiatique, vous avez l'impression d'un pays qui est quand même très large, très majoritairement pro-Netanyahou, qui défend Israël, etc. Alors que dans la réalité de la population française, c'est bien plus nuancé que ça, et que il y a vraiment toute une frange de l'électorat, notamment, et c'est très majoritairement à gauche, qui sont en réalité beaucoup plus sur une ligne pro-Palestine. Oui. Et Voilà. Et ouais, c'est pour ça que c'est important aussi de ouais, le souligner, c'est que l'aspect qu'on peut avoir des Américains, bien entendu qu'il y a une... Voilà, il faut pas confondre en fait les positions officielles des partis politiques et les positions de la base, et notamment sur la question d'Israël. C'est quelque chose de très touchy, et dont notamment Kamala Harris, pour en revenir à elle, a payé un peu les pots cassés. mm, ouais, Totalement de sa ouais, faute, hein, à cause de la politique de ouais. Biden, etc. Euh, et alors, de façon assez curieuse, alors le système politique de New York est assez compliqué. Disons il y a plusieurs partis. Et en fait, Como avait créé son parti avant la primaire, ce qui fait que ce qui lui assurait en fait une place à l'élection générale de novembre, même s'il perdait la primaire démocrate. Donc en fait, on va retrouver en novembre Adams, donc le maire actuel qui se présente en indépendant, Mamdani qui est le candidat officiel démocrate, Cuomo qui est le candidat de son parti, et un candidat républicain qui, qui est anecdotique, on va dire. Voilà. Il a un beau bonnet rouge militaire, hein, Ouais, ouais, attention. non, Hein. mais bon, c'est... Mais un républicain gagné à New York, Bah, enfin, ouais, c'est pas... Disons que... c'est pas impossible, c'est pas impossible, c'est très compliqué, quoi. C'est pas impossible, mais disons que les républicains tels qu'ils sont actuellement peuvent pas gagner à New York. Voilà, Ouais. le positionnement Ils peuvent pas gagner avec voilà, Trump. le positionnement C'est- des républicains tels qu'ils étaient au moment où Giuliani, par exemple, s'était fait élire, n'a plus rien à voir avec ce qu'ils sont aujourd'hui. Oui, non, Ouais, voilà. voilà, Mais Oui, alors, du coup, il se retrouve, parce que du coup, il se retrouve à 4, comme tu viens de oui, le décrire, mais du coup, bah, l'élection, pour l'instant, sur le papier, telle qu'elle est mise, elle est hyper favorable à oui, Mamdani, parce qu'en fait, Liwa, donc le candidat républicain, Eric Adams, le candidat indépendant, voilà, qui est le nouveau pote de Trump, mais qui à oui, la base était un démocrate, et Andrew Cuomo, qui a dû partir pour des allégations voilà, d'harcèlement sexuel, se partagent en réalité le même électorat, c'est-à-dire l'électorat anti-Mamdani, et bah, s'il y en avait qu'un encore, bah, ouais, c'est ça. il aurait une Et en chance. fait, en fait, Mais ils peuvent voilà, pas.
il n'y a aucune chance pour que le candidat républicain se désiste au profit des autres. Voilà. Et si Cuomo se désistait, il y a bon nombre de ces électeurs qui n'iraient pas voter pour le candidat républicain non plus. Donc de toute façon, ça semble bien parti pour Mamdani, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Ouais. Ce qui est plutôt une nouvelle pour New Voilà. York. Après, Et il faut pas se leurrer, hein. Le fait d'être maire de New York, c'est pas du tout un tremplin national, hein. C'est très casse-gueule comme, comme poste. non, par contre, ça pose une question, et notamment pour les Oui. démocrates, qui n'est une question qui n'est pas résolue, c'est est-ce qu'un jour ils vont tenter une élection, parce qu'en fait c'est quelque chose qu'ils n'ont pas fait, que ce soit avec Biden ou Hillary Clinton, c'est qu'un jour est-ce qu'ils vont tenter une élection fédérale, c'est-à-dire vraiment au niveau pour la présidence des États-Unis, avec un candidat à gauche, en fait avec un candidat clairement identifié, démocrate, socialiste ou pas. Alors on peut penser que c'est un suicide quand on regarde le mode de scrutin, etc. Mais si jamais le Parti démocrate se retrouve vraiment bloqué entre une base électorale qui demande quelque chose et ce qu'ils sont capables de faire, est-ce qu'ils vont pas faire des Kamala Harris à répétition? En fait, C'est... je pense qu'on est trop loin de la prochaine présidentielle pour se rendre compte. Enfin, Ouais. c'est, Bon, après, voilà, il y aura d'autres élections. On verra les élections de mi-mandat déjà, ce qu'elles vont donner, ouais. si elles ont lieu, encore une fois, et si elles ont lieu dans de bonnes conditions. Mais en tout cas, voilà où on en est. Il nous reste quelques minutes avant d'atteindre l'heure. Eh ben, on va faire comme d'hab, histoire de se changer un peu. Enfin, comme d'hab, depuis 2 émissions, mais on va dire que ça devient une habitude. Une petite recommandation culturelle. Est-ce que tu en as une, mon cher Is No Good? Histoire, quelque chose qui a forcément, enfin, pas forcément, mais si possible, rien à voir avec toutes les choses graves dont on vient de parler. Euh, alors, je suis en train de lire. Alors, c'est pas tout à fait. C'est pas tout à fait récent, hein, mais je suis en train de relire Yotsuba avec le manga Yotsuba avec ma fille. Oh, oh, c'est Ouais. trop bien. Oui, Yotsubato Yotsubato. Ouais. comment elle s'appelle alors je vais chercher. J'avoue, je cherche le nom de la mangaka. J'adore cette mangaka. Elle a fait Azumanga Daioh Oui, aussi. Voilà, Kiyohiko Azuma. ouais. Azumanga Daioh, c'est le manga de Azuma. Ah non, vraiment, Yotsuba, c'est tellement bien. Voilà. C'est tellement bien. Est-ce que tu peux nous en parler vite, voilà, de quoi ça parle? Ah, bah, c'est l'histoire d'une petite fille de 5 ans qui est totalement innocente et qui arrive dans un quartier avec son papa et qui découvre le monde, ses voisines et ben, Voilà. comment dire, je me souviens d'un truc que tu disais, que c'était difficile de porter sur le monde un regard sans haine. Ouais, Ouais, Yotsuba, ah elle bah peut, ouais. Yotsuba, elle peut, ouais. Voilà. Ouais. Bah justement, en parlant de Yotsuba, sache que dans le 16e volume de Yotsuba, donc je sais pas quand est-ce qu'il sort en France, mais sachez qu'il y a un caméo de son œuvre précédente, donc qui est Azumanga Daioh, que j'adore. Je ne serai pas Marocco, mais je la recommande quand même, Azumanga Daioh. Qui pareil, alors Azumanga Daioh est un manga en 4 cases qui est très difficile à trouver en France parce qu'il a bidé complètement lors de son édition, mais qui racontait tout simplement, c'était des chroniques quotidiennes d'une bande de lycéennes qui faisaient en grosso modo un peu n'importe quoi. C'était vraiment bah, c'est un peu comme Yotsuba, c'est la vie de tous les jours est formidable, sachant que dedans il y avait un personnage que moi j'adore qui s'appelle, son vrai nom c'est Kaguya Yumu, mais en fait elle se fait surnommer Osaka parce qu'elle a Oui. l'accent d'Osaka et qu'elle vient de là, et qu'en fait Osaka, il y a tout un gag sur le fait que à un moment donné elle demande qu'est-ce qu'elle pourrait faire comme métier plus tard, et grosso modo, on lui dit, bah, comme tu penses différemment, tu pourrais être professeur, comme ça, tu amèneras des points de vue différents à tes élèves. Et tout le gag, c'est qu'en fait, la prof arrive et dit, non, mais tu me prends pour une débile ou quoi? Parce que Osaka, en fait, a vraiment la tête en l'air, et voilà. Bref, et donc, Osaka, ce personnage, fait une apparition officielle dans Yotsuba, et elle est devenue prof, vraiment. Ah, Et chouette. oui, elle est devenue prof, et elle sera notamment une des professeurs de Yotsuba. Voilà, ce qui voilà, me réjouit beaucoup trop pour ce que c'est.
Et je vais continuer à vous conseiller, puisque tant qu'à jouer les whips de service, on va continuer. Je vous conseille un manga qui s'appelle Ruri Dragon, qui vient de sortir. Le premier tome vient de sortir à l'occasion de la Japan Expo, donc début juillet. Ruri Dragon, le pitch est tout simple. C'est une jeune lycéenne qui s'appelle Ruri Aoki, qui un matin se réveille avec des cornes sur la tête, et sa mère lui annonce: oui, au fait, ton père est un dragon. Et tout ça paraît absolument normal. Et voilà, c'est rigolo, c'est feel good. C'est vraiment vachement bien. Il y avait l'éditeur, donc c'est Glénat, qui avait mis sur internet les 20 premiers chapitres gratuitement pendant quelques semaines. Et j'en avais lu, c'est génial, Ruri Dragon. C'est vraiment, le dessin est vraiment très joli, c'est une dose de bonne humeur. Et c'est pas si souvent que dans un manga on peut lire, voilà, il y a quelqu'un de différent, mais c'est pas très grave. Bon, ça reste un manga quand même, malgré tout. Et pour terminer sur le Japon, je vous conseille, si vous avez la chance d'avoir un cinéma qui le projette encore, c'est pas évident. Je vous conseille vraiment Amélie et la métaphysique des tubes. Alors, je sais qu'Amélie Nothomb, c'est pas forcément la personne la plus sympathique au monde, et que la métaphysique des tubes, pareil, c'est pas forcément le meilleur bouquin du monde, mais son adaptation animée est fantastique. Vraiment, c'est un petit bijou, ce film d'animation. Et tant qu'on est sur les films d'animation, je vous conseille un film d'animation français qui s'appelle Falcon Express, qui est sorti, je crois, il y a 2-3 semaines, et qui sort en octobre aux États-Unis. C'est vraiment super bien, voilà, pour toute la famille. Vraiment, voilà, Cocorico, de l'animation française de qualité, ça fait plaisir. Voilà, ça fait du bien de se lâcher après toutes les belles saloperies Oui. dont on a parlé. On va garder vraiment cette habitude. Donc pas d'émission en août. Déjà, moi je le sais parce que moi, je pars en vacances, donc je ne suis pas là. Au mois d'août, on se retrouve en septembre pour la 5e ou 6e saison, je ne sais plus. Ouf. Je vais regarder. On en est à combien de saisons de ce podcast? Il me semble quand Alors attendez, on n'a pas commencé en 2020. Je sais plus. ah, je sais plus. Washington DC. Ce sera la 6e Waouh. saison. Voilà, ce sera la 6e saison de Washington DC, sachant qu'on a des saisons un peu particulières, mais c'est pas très grave, c'est du podcast. C'est comme ça que ça marche. Voilà. Sache que on vient de faire la saison, voilà, on vient de faire une saison de 8 épisodes. C'est quasiment la saison la plus longue qu'on ait faite. Mais on se retrouve donc en septembre, ou fin septembre, début octobre, on verra, pour la suite des aventures de Washington DC. D'ici là, portez-vous bien, évitez les États-Unis. Vraiment, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Voilà, faites attention à vous, faites attention à vos potes, à vos amis, à votre famille. Le fascisme frappe à nos portes, mais c'est pas une raison pour le laisser rentrer. Voilà. Salut Is No Good, peut-être un dernier mot sur cette saison avant de conclure? Non, j'ai l'impression que les 6 derniers mois ont été 6 ans, mais si, si- si ça pouvait être plus calme, ça serait pas mal. Eh ben, écoutez, on ne sait jamais, ce qui peut se passer. De toute façon, dès qu'on dit qu'il va rien se passer, Oui. il se passe quelque chose. Alors peut-être si on dit qu'il se passe quelque chose, il se passera rien. On verra bien. Allez, ciao à tous. Merci. N'hésitez pas à partager ce podcast, s'il vous plaît, à nous faire des retours. Alors vous le trouverez notamment sur YouTube, mais on a également, vous pouvez utiliser le compte de AGT sur Blue Sky, agt-network.fr. Je vérifie ce que je dis en même temps parce que ce serait mieux. Voilà, moi c'est nemotaku.com, toi c'est isnogoon.ovh si je dis Oui. pas de bêtises. Voilà, et ben voilà, c'était Nemo et Is No Good. On vous dit salut, on vous dit à la prochaine. Ciao!